Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello, c'est Johanna, je te souhaite la bienvenue dans Nous, les investisseuses, le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Bienvenue dans Nous, les investisseuses. Gaëlle, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci. Merci à toi de m'avoir invité et bravo pour ton podcast. Merci, je suis super contente que tu aies accepté parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet hyper important et hyper intéressant. Donc toi, tu étais consultante dans un grand cabinet de conseil et tu as arrêté il n'y a pas longtemps pour te consacrer à ton projet avec Épinard, puisque tu as créé une newsletter qui aide les particuliers à réduire leur empreinte carbone grâce à des investissements à impact positif sur l'environnement. Donc on va en parler et on va expliquer en quoi c'est pas du bullshit, qu'il y a vraiment des solutions qui existent et qu'on peut mettre notre argent à profit de l'environnement, de l'écologie, mais aussi faire fructifier son épargne. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je voulais savoir, je pense que tu as certainement, c'est sûr, tu as une sensibilité, un engagement écologique, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné l'idée de mettre ton argent à profit des défis climatiques dont on fait face aujourd'hui déjà. Ouais, je pense en fait, je vais te raconter un peu du coup une tranche de ma vie, mais comme tu l'as dit, je travaillais avant dans le conseil, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de l'énergie, et donc du coup, les sujets de la transition énergétique, pas la transition écologique, mais bien la transition énergétique étaient souvent sur la table. On en a beaucoup parlé, c'est des discussions entre collègues, etc. Donc j'avais toujours un peu une sensibilité là-dessus. Et après, le vrai déclencheur, ça a été en fait alors c'est un peu cliché, mais une conférence de Jean-Marc Jancovici, où j'étais en live, j'étais au deuxième rang, tu vois, et pendant 2 heures, il a tenu son discours que voilà, tu peux retrouver sur YouTube, il y a plein de conférences là-dessus. Et donc ça m'a mis une bonne gifle, une bonne claque. J'ai compris pas mal de choses sur les enjeux un peu voilà, globaux du changement climatique et de la transition écologique à mener. Et donc j'ai passé pas mal de temps à creuser ce sujet-là du climat. Et en fait, en parallèle, du coup, j'étais consultant, donc je gagnais assez bien ma vie et j'arrivais à mettre de l'argent de côté. Et j'ai toujours été un peu sensible à cette question de l'investissement, faire travailler son argent. Et en fait, à un moment, les deux sujets se sont rejoints, c'est-à-dire que quand j'ai voulu investir, mais attends, est-ce que cet investissement-là, connaissance que tu as compris sur le changement climatique, est-ce que c'est toujours valable de faire cet investissement? Et du coup, je me suis mis de plus en plus à questionner mes propres investissements, mes recherches avec ce biais climatique. À un moment, voilà, je me suis dit qu'un certain nombre d'investissements, en fait, n'avaient pas de sens, ou en tout cas, c'est pas ce que j'avais envie de faire avec l'argent que j'avais mis de côté. Et donc, du coup, je me suis mis à chercher des placements qui étaient compatibles avec les deux, à la fois avec les problèmes climatiques et à la fois avec les problèmes d'épargne, de gestion de son argent, quoi. C'est vachement intéressant ce que Voilà tu un dis peu parce tout ça. qu'en fait, c'est d'une problématique, enfin, de questionnement personnel que ça t'est venu cette idée-là, mais on se rend pas forcément compte quand on investit. En tout cas, au tout début, quand on commence, moi, je me disais pas comment on peut concilier l'investissement et la finance durable, hein, ce qu'on appelle la finance durable, parce qu'on se Mhm. dit pas que ça existe et on se dit pas que notre argent a un impact en fait sur l'empreinte carbone, parce qu'on finance, même quand tu mets ton argent même sur un compte courant ou dans un livret en banque, la banque utilise cet argent-là pour financer des entreprises qui ont peut-être qui créent peut-être des dégradations pour la planète, mais on ne le sait pas en fait. Ça, c'est des choses que la plupart des gens, je pense, ne sont pas au courant de ça. Et toi, très vite, tu as pu faire le lien entre les deux parce que tu avais déjà une conscience écologique. Je commençais déjà à te questionner et à te dire, mon argent, j'ai pas envie qu'il finance n'importe quoi. Exactement, exactement. Et en fait, c'est même pas forcément partie, tu vois, de la partie j'ai déposé 1000 euros à tel endroit et donc ça a un impact, tu vois, indirect parce que ça finance telle et telle entreprise. C'était vraiment, en fait, moi, après, on va dire, au départ, c'était vraiment, en fait, tu vois, par exemple, j'investissais un peu en bourse et donc je me disais, mais si j'investis en bourse dans telle société, est-ce que cette société, elle est capable de mener une transition écologique et rester une société qui est viable, tu vois? Et en fait, des questions vraiment très comme fondamentales de économiquement, est-ce que ce modèle
de business, enfin, est compatible avec un changement climatique, avec une transition écologique. Donc, je me suis mis un peu à interroger tous les placements avec ce prisme-là. Et même après, du coup, j'ai compris, tu vois, même que même ton compte en banque, ton compte courant, et ben en fait, le fait qu'il soit dans telle ou telle banque, ça a des impacts différents. Mais du coup, c'était un long process, on va dire, d'un problème qui est à la base de Et du coup, tu as créé Épinard, ça va déjà faire presque 2 ans. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Je me rendais pas compte, c'est passé à une vitesse folle. Donc déjà, bravo, parce que vous êtes arrivé sur une niche à un moment vraiment hyper opportun, parce qu'il y avait pas mal de newsletters qui sortaient. Et toi, tu es venu avec de la fraîcheur, en fait, je trouvais, avec un sujet qu'on voyait pas si souvent que ça au final, et que tu as vraiment approfondi, donc avec la newsletter Épinard. Et je voulais savoir quel était ton logique. objectif avec ce média et pourquoi tu l'as créé, cette newsletter, et pourquoi ce format d'ailleurs de newsletter. Ouais, mais écoute, mais comme je te le disais, en fait, j'ai mis du temps à la créer, hein, cette newsletter finale. Parce qu'en gros, si je te refais un peu l'historique, euh, tu vois, la conférence avec Jean Covici, ça doit être 2018-2019, quelque chose comme ça. Épinard, ça a été créé en 2021, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, septembre 2021. Donc, tu vois, ça a mis 3 ans où, dans ma tête, tout seul dans mon coin, je réfléchissais à mes placements, etc. Et en fait, c'est parti d'une analyse que j'avais faite sur les fonds labellisés Greenfield, mais on y reviendra peut-être après sur ce que c'est. Mais en gros, c'est une analyse que j'avais faite pour moi. En fait, je m'étais dit, vas-y, quel fonds je sélectionne? Et donc, j'avais fait toute une série d'analyses que j'ai partagées en fait sur LinkedIn en disant, bah voilà, allez, bouteille à la mer, ça servira peut-être à quelqu'un d'autre qui se posait les mêmes questions que moi. Et là, j'ai eu plein de retours, plein de commentaires, plein de questions, etc. Et je me suis dit, oula, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de truc. Et en fait, comme je le fais déjà, pour moi, en fait, autant que je me force un peu à le faire sous un format récurrent. Et, euh, et en fait, en parallèle de ça, donc, je lisais, tu vois, je suis tombé sur la newsletter de Johan Lopez, que tu connais peut-être, énorme, qui s'appelle Snowball, qui est vraiment une énorme newsletter. Alors, enfin, ouais, c'est un génie de la newsletter sur l'investissement. Euh, et j'ai vu son modèle et je me suis dit, bah attends, pourquoi pas faire un truc comme ça? Je m'étais fixé du coup une par mois, parce que c'est ce qui collait avec mon boulot en parallèle, parce que du coup, je continuais à travailler, donc je faisais ça en gros le soir et le week-end. Euh, et l'objectif, il était très clair quand j'ai créé Epinard, pour répondre à ta question. C'était en fait d'aider voilà, tous les gens, tous les investisseurs ou investisseuses qui étaient un peu engagés sur les sujets de l'écologie à mettre leur épargne justement au service de la transition écologique et à trouver les bons placements qui correspondent à leurs valeurs, à leurs convictions. Parce que c'est le problème que j'ai eu quand moi j'ai commencé, c'est qu'il y avait quasiment rien qui existait sur ces sujets-là. Et il a fallu que je débroussaille, on va dire, pas mal de trucs. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie que les gens qui sont au stade où j'étais en 2020, 2021, galèrent autant que moi. Je me suis dit, voilà, autant leur donner un petit coup de pouce, un petit coup d'avance. Oui, je connais bien Voilà un Snowball, peu. puisque c'est grâce à Snowball que j'ai découvert Épinard. Et ben voilà. Voilà. Et j'ai Et eu la d'ailleurs, chance effectivement d'écrire un peu sur la newsletter Snowball. C'était très sympa. c'est génial ce que tu racontes, parce que ça me fait penser à l'échange que j'ai eu avec Caroline Jurado, qui est partie d'un partage, en fait, comme toi, hein. Vous souhaitiez juste partager ce que vous aviez fait pour vous-même. Et au final, voilà, la superbe histoire qui se transforme en quelque chose de plus gros. Donc, c'est hyper cool. Mm, Comme quoi, hein, en fait, et en plus, c'est vrai que le fait de devoir partager, ça nous force à, à pousser à aller un peu plus loin, à être rigoureux et rigoureuse. Et voilà, t'es partie. Moi, je savais même pas que tu faisais une fois par mois, parce que je trouvais qu'il y avait déjà un rythme assez soutenu. Au final, après, je pense que tu as augmenté la cadence. ouais. Mais voilà, je trouve que ça a eu vite fait, rapidement du succès, je trouve, hein, de mon point de vue, ta newsletter. Et j'étais super contente, parce que je me suis dit, bah, il y a vraiment un attrait des personnes. Et c'est vrai qu'on parle souvent de ce sujet comme un sujet, une préoccupation féminine, mais il y a pas mal de mecs aussi qui s'intéressent à ces questions-là. Et tes Mm, années, elles sont très bien faites. Et c'est vrai que je me rends pas compte, parce qu'à l'époque, bon, moi, ça fait pas si longtemps que ça. C'était plus en 2020 que j'ai commencé à sérieusement me former sur l'investissement. Et je me dis pas, ouais, avant, il y avait quoi? Il y avait rien. Alors que toi, tu as dû commencer quand il n'y avait pas toutes les sociétés qui se sont spécialisées dedans, les fonds. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure en off de la certification AMF. Il y a des questions qui ont été rajoutées justement sur les questions de finances durables.
de Mm. crypto-monnaie aussi, même si c'est très léger. Et on voit bien que vraiment, maintenant, on est dans le tout début, hein, je trouve encore, mais il y a vraiment une petite étincelle qui s'est réveillée dans la tête des gens de se dire qu'est-ce qu'on fait de mon argent et comment est-ce qu'on peut investir et concilier performance et écologie et finances durables. D'ailleurs, un de mes premiers épisodes solo du podcast était sur ça. C'était sur la finance durable. Excellent. Bah, tu vois, on se rejoint quelques épisodes après. Mais ouais, tu as entièrement raison, en fait. Quand, tu vois, si je te replace en 2017-2018, on parlera peut-être de différentes solutions après, mais en gros, il y a plein de choses. Le choix a été relativement restreint, on va dire. Aujourd'hui, c'est quand même mieux. Ça s'améliore, en fait. On va plutôt dire ça, ça s'améliore. Et surtout, il y avait encore énormément de greenwashing, dans le sens où tout le monde racontait un peu tout et n'importe quoi. Il y avait, les réglementations étaient beaucoup plus légères qu'avant, donc les dérives étaient aussi beaucoup plus importantes. Et depuis quelques années, voilà, on voit la réglementation européenne qui arrive. Tu le parlais effectivement, voilà, des questionnaires maintenant obligatoires pour tous les conseillers d'investissement sur ces sujets de finances durables, ça arrive. C'est en train en fait d'infuser. Alors, à mon goût, ça va pas encore assez vite, mais après, c'est parce que je baigne dedans tous les jours. Mais ouais, l'écosystème est en train de se faire autour de ça et c'est plutôt cool. Ben, ça tombe bien que tu parles de greenwashing, je vais pouvoir faire la transition avec la question d'après. Pour être honnête, Vas-y. moi, au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, je sais que j'avais des clientes, parce que je vendais une formation, qui me posaient la question sur justement ces questions-là. Et ce que j'ai répondu, c'est que c'était du bullshit. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé en RH, j'ai fait aussi une partie, moi je suis vraiment dans les data RH, et il y Mhm. avait la partie RSE, développement durable, etc. Et quand j'ai découvert les fonds responsables, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est une blague. Il y a du Coca-Cola, il y a du Pepsi dans des fonds responsables. Et je me suis dit, c'est du bullshit encore. Et ça m'a saoulé. J'ai pris du recul, j'ai digéré le truc un peu et j'ai dit non, renseigne-toi un peu plus, va dans le détail. Et je me suis dit, bon, j'ai mieux compris comment c'était, même si je trouve que c'est pas encore assez simple pour le commun, pour le grand public. J'ai vu qu'il y avait les fonds d'exclusion, etc. Machin, bon, on va peut-être y revenir. Donc, il y avait des Mhm. moyens de vraiment de faire des choses clean, même si c'était pas évident du premier abord, et que tous les fonds responsables veulent pas dire que c'est responsable, et voilà, il y a des subtilités. Et là, je me suis dit, non, c'est bien que ça existe. C'est pas parfait, mais au moins ça a le mérite d'exister. Donc ça, c'était mon avis au début avant que je creuse. Donc j'avais déjà des avis, j'avais déjà des a priori là-dessus. Et du coup, bah, je voulais que tu nous présentes les différents domaines qui sont proposés dans les solutions d'investissement vert ou de finances durables, comme tu préfères, si tu veux rester dans ta niche plutôt environnementale. Mais sinon, en fait, en gros, la finance durable, c'est trois pans. C'est les trois labels, en gros, hein. C'est Mhm. les fonds ISR, donc avec des critères ESG, donc investissement socialement responsable. Après, il y a la finance verte avec le label Greenfin. Et après, bah, tu as la Ouais, finance solidaire avec le label solidaire. Finance Sol. Ouais. Donc, Tout à fait. si tu veux parler des trois ou juste plutôt de la partie Greenfin, avec plaisir. Ben, écoute, non, mais c'est bien, parce qu'on va se rejoindre sur les labels. Non, je pense que c'est intéressant de parler justement des trois labels et un peu de comment ils sont utilisés. Et alors, en plus de ça, je rajouterais toute la finance qui n'est pas labellisée, mais qui, dans sa communication, met en avant certains arguments, voilà, etc. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, cette finance durable au sens large, euh, il y a plein de critères. Chacun a un peu sa définition de, selon lui, qu'est-ce que c'est la durabilité ou l'investissement responsable, même rien que le terme de responsable, en fonction de sa perception propre, ça peut être très différent. Moi, je considère que quelque chose qui est pas en accord avec la transition écologique, c'est pas responsable. Mais pour d'autres, si. Euh, et donc, en fait, j'ai eu la même réaction que toi quand j'ai commencé à chercher. J'ai vu les labels, j'ai vu ce qu'il y avait du coup derrière dans les fonds. Et j'étais pareil, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est du greenwashing, etc. Et j'ai tenu encore ce discours jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et maintenant, je commence à être un peu plus mesuré en disant, effectivement, il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui sont pas voilà, hyper engagés sur l'écologie ou autre, et ben voilà, il y a le label ISR qui, du coup, regroupe, je sais plus si tu l'as dit, mais en gros, les trois critères, voilà, ESG, environnement, social et de gouvernance. Et donc, ce qui fait qu'on a des fonds avec des entreprises qui sont un peu mieux disantes sur un ou deux des trois critères. Donc, ils ne sont pas forcément très bons sur l'environnement, mais ils peuvent être bons sur la partie sociale ou la partie gouvernance. Euh, donc ça, c'est un premier étage et généralement, ils sont labellisés du coup ISR, investissement socialement responsable. Après, la partie Greenfin,
qui lui est plutôt le label effectivement de la cause environnementale où ça impose d'investir dans des sociétés qui répondent à certaines écoactivités, comme voilà, le transport bas carbone ou les énergies renouvelables, ce genre de choses, et qui met en place des exclusions, notamment sur les énergies fossiles et la filière nucléaire. Donc ça, c'est le label aujourd'hui le plus contraignant d'un point de vue environnemental. Et après, il y a le label Finansol, qui lui est plutôt pour la finance solidaire. Donc là, on va être plutôt voilà, à investir dans des entreprises qui ont une activité sociale, ou alors le fonds, s'il n'investit pas dans des entreprises d'activité sociale ou socialement utiles, il doit reverser une partie de ses bénéfices à des associations. Voilà. Donc c'est un peu les trois grands types. Donc ISR qui est vraiment donc sur les trois critères environnemental, social, gouvernance, Greenfin qui est vraiment sur l'environnement, et puis du coup Finansol, le label Finansol qui est plutôt sur la partie investissement solidaire. Et pour faire une comparaison que j'aime bien faire, c'est un peu les labels, c'est un peu comme le Made in France. Si on ne connaît pas un peu les critères de chaque label, c'est facile d'être vite déçu par ce qu'on va trouver derrière. Voilà, il faut comprendre un peu comment sont construits les labels, s'assurer que ça correspond bien avec ce qu'on a comme définition, comme conviction, et après on peut les utiliser. Mais je suis toujours un peu déçu quand j'entends des conseillers ou des interlocuteurs dire bah voilà, c'est ISR, donc c'est responsable. Non, ça dépend de la définition que la personne en face de vous est là de responsable. Je suis d'accord. Et comme je le disais tout à l'heure, tu as du Coca-Cola dans du responsable. Moi, pour moi, c'est pas du responsable parce que ça promeut du sucre, de la malbouffe. Bref, ça, c'est pour Exactement. moi, c'est très personnel. Mais il y a des activités, tu vois, les fonds d'exclusion, ce que j'aime bien, c'est que d'office, tu vas enlever tout ce qui est tabac, alcool, pornographie. Et pour moi, c'est déjà bien, en fait. C'est déjà bien d'avoir. Ça exclut des activités qui, d'office, pour moi, ne doivent pas être responsables. Mais ça, c'est mon avis. Mais voilà, après, il faut pouvoir décortiquer. Et comme tu disais, pour le Made in France, tu as du Made in France, mais la matière, elle vient d'où? Est-ce que c'est la finition qui est Made in France ou c'est la totalité, etc. Donc, en Exactement. réalité, c'est toujours une question de lecture un peu plus approfondie pour essayer de comprendre de quoi on nous parle et si on nous embobine pas. Mais bon, ça a le mérite Ouais, d'exister. mais non, mais en fait, et c'est là où tu vois, après, parce que si il y a un effort à faire des deux côtés, tu vois. Je pense que même enfin, quelqu'un qui veut investir, il se doit de se poser les questions, en fait, quelles sont les convictions qu'il veut défendre, c'est quoi ses causes personnelles. Et c'est un travail qui peut être long, hein, de se dire, voilà, moi, sur la partie environnement, ça m'a mis 3 ans avant d'arriver à savoir qu'est-ce que je voulais exactement comme placement. Donc, de se dire, en fait, qu'est-ce que je veux défendre, quels sont les impacts que je veux avoir, quels sont les impacts que je veux éviter aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a un placement qui répond à ces critères-là, etc. Et en fait, d'avoir un peu de se fixer ses propres critères et d'être capable de les expliquer à la personne qui va vous conseiller, enfin votre conseiller bancaire ou votre conseiller, votre CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Si vous arrivez à lui expliquer qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez pas faire, lui, il sera plus à même de trouver les bons produits pour vous. Mais déjà, faire ce travail d'expliquer qu'est-ce qu'on veut avoir comme placement, c'est un vrai travail et ça, c'est à chacun de le faire avant d'aller investir. Ouais, tu dis quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, il faut partir de nous. Donc, il n'y a pas de, en soi de finance durable générale, c'est juste on part de nous, de nos problématiques et de notre sensibilité pour ensuite trouver les produits les plus adaptés justement bah, à notre conscience éthique. Parce que j'aime pas trop ce terme éthique parce que je dis pour moi, il y a autant d'éthique que de personnes et au final, c'est ça en fait. C'est vraiment les valeurs qu'on défend. Peut-être que il y a une personne qui va plus défendre l'écologie et une autre personne pour qui c'est vraiment important d'investir dans des entreprises solidaires plutôt, même si ça rapporte Hmm. pas énormément. Et d'ailleurs, j'ai dit que ce qui ne rapporte pas énormément, c'est la finance solidaire. Hein. C'est pas le but de faire de l'argent, mais la finance durable, enfin ISR et Greenfin, ça peut très bien rapporter. Hein. D'ailleurs, il y a plein d'idées reçues comme quoi ça rapporte moins que des fonds traditionnels. C'est pas du tout vrai. Il y a même, ça rapporte des fois Hmm. même plus. En statistique à l'appui, j'ai pu le vérifier. Moi, j'investis dans des ETF et c'est vrai qu'au début, j'avais pas cette sensibilité-là et je me suis dit, même pour mes enfants, j'ai pas forcément envie d'investir dans. Je fais à minima de l'ETF SRI, parce que c'est en anglais, c'est pareil, ça veut Hmm. dire ISR. Je fais à minima ça et c'est vrai qu'après, bah, maintenant, plus j'avance dans mon parcours d'investisseuse et plus je vais me questionner, me renseigner et puis grâce à des outils bah, comme Épinard, pouvoir voilà, professionnaliser mes connaissances et pouvoir faire quelque chose de plus adapté vraiment et plus juste, plus personnalisé à ma situation. On a Clairement, ouais. parlé. Ben, clairement, Oui.
Non, non, mais juste, ouais, juste pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, mais c'est un peu le travail que j'essaie de faire du coup avec Epinard, qui est pas forcément évident, mais de montrer un peu ce qu'il y a derrière le marketing d'un placement, d'expliquer ou de faire remonter un maximum d'informations pour que les gens ils puissent décider, voilà, on leur amener conscience de, ok, bah, je suis d'accord avec ce que ce placement met en valeur et ce qu'il y a derrière fondamentalement, voilà. S'il y a du Coca-Cola, est-ce que je suis OK avec Coca-Cola ou pas, etc., etc. Ouais, mais c'est un peu ce travail-là d'essayer de décortiquer l'information et de la restituer de la manière la plus simple et compréhensible possible. Ce qui n'est pas évident. J'imagine. C'est un gros travail, un gros challenge que tu te donnes. Merci de le faire. Du coup, là, on a pas mal parlé des fonds, mais là, c'est plutôt des fonds boursiers. Mais il y a pas que Oui, ça, en fait, hein, dans tout ce qui est finance durable, voilà, le terme générique, il y a aussi l'immobilier. Moi, j'étais surprise et j'étais ouais, très contente d'apprendre que il y a aussi un impact environnemental dans les constructions et tu as des constructions plutôt durables où on va utiliser certains matériaux et que ça va rentrer dans de la finance verte, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu veux ouais, en parler? carrément. Est-ce Mais que en tu en fait, parles dans Épinard? ouais, j'en parle dans l'épinard. Bah là, je viens de finir, tu vois, ça tombe bien, quand on enregistre, on est début mars. Je viens de finir sur février, tu vois, tout un mois consacré à l'immobilier. Donc, donc, je suis chaud sur le sujet. Impeccable. Ah, trop Euh, bien. Mais non, en gros, enfin ouais, si on parle de l'immobilier, enfin du coup j'ai quelques stats en tête, tu vois. C'est aujourd'hui l'immobilier, c'est un des secteurs. Si on parle des émissions de gaz à effet de serre ou même de la consommation d'énergie en France, c'est je crois le deuxième ou troisième secteur hein, le plus émetteur de gaz à effet de serre, le plus consommateur Waouh. d'énergie finale. On se rend même Donc pas compte, tu c'est vois, au vraiment final. Ouais. ouais, mais parce que le secteur bâtiment, en fait, alors ça comprend à la fois la construction, l'exploitation et la destruction des bâtiments. Donc en fait, c'est comment on va les construire. Et là, c'est énormément émetteur parce que les matériaux de construction sont, voilà, ils viennent pas forcément de France. Le béton, ça émet beaucoup de CO2, etc., etc. Et même après, dans l'utilisation qui est faite des chauffages, l'eau, etc., ça demande beaucoup d'énergie. Ce qui est normal, hein, voilà, il faut bien chauffer les bâtiments, il faut bien faire de l'eau chaude, etc., etc. Mais donc aujourd'hui, on arrive à un point où, si on parle de transition écologique en France, euh, il va falloir repenser en fait la manière avec laquelle on va bah, construire nos bâtiments, les utiliser et aussi les rénover. Parce qu'aujourd'hui, on sait, voilà, il y a pas mal de bâtiments qui sont considérés comme des passoires thermiques, c'est-à-dire on les chauffe énormément, mais en fait, l'énergie est dissipée à l'extérieur, donc on chauffe un peu les oiseaux, si je caricature. Et, euh, et donc, du coup, ces bâtiments-là, il va falloir les rénover. Et donc, forcément, s'il y a rénovation, travaux, et ben en fait, il y a des opportunités d'investissement. Euh, donc, en immobilier, je ne sais pas si tu veux que je cite certains placements ou pas, c'est comme tu veux. Moi, je suis carrément intéressée et en plus, c'est super bien que tu parles de cette statistique parce que moi, dans les idées reçues que j'entends, c'est la bourse, c'est pas éthique, etc., machin, alors qu'en réalité, et c'est aussi consommateur, voilà, que c'est dévastateur pour l'environnement, pas forcément. Mais l'immobilier, on se rend pas compte, c'est le placement préféré des Français et des Françaises. On se dit oui, la pierre, c'est sûr, etc., machin, mais comme on vient de le voir, c'est pas forcément écologique, mais il y a des solutions. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on en parle de C'est ça. l'immobilier, parce qu'il y a Non, du travail aussi à bah, faire de ce côté-là. carrément. Bah, écoute, ouais, effectivement. Et en fait, un des défis numéro un, quand on regarde voilà, les défis qu'on a à mener en France, on va dire, sur la partie transition écologique, un des défis, c'est justement la rénovation des bâtiments. C'est un des plus gros challenges parce que plus, en fait, c'est un challenge qu'on connaît depuis longtemps, mais auquel on n'a pas mis les moyens, on va dire. Et donc, plus on attend, plus il va falloir rénover un nombre important de bâtiments dans un délai très, voilà, nos engagements climatiques. Euh, et en fait, aujourd'hui, il y a des contraintes réglementaires, typiquement sur les logements à partir de 2025, tous ceux qui ont un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique de G, seront interdits à la location. Et puis après, en 2028, ce sera la note F. Et puis en 2034, ce sera la note E, etc. Donc 2034, c'est dans 10 ans. Donc si aujourd'hui, vous faites un investissement locatif, que votre note de performance énergétique, elle est de E, en fait, dans 10 ans, vous ne pourrez plus signer de nouveau bail. Donc, c'est à prendre en compte quand vous allez faire un investissement, justement, de vous dire, attention, quel est mon DPE et du coup, jusqu'à quand je peux encore le louer sans faire de travaux de rénovation? Ou alors, est-ce que j'ai pas intérêt à faire des travaux de rénovation maintenant pour pouvoir le louer plus longtemps?
Et ça, donc, si vous avez une démarche d'investissement locatif, et bien là, ça va prendre en compte tout de suite. Après, si vous voulez juste investir dans l'immobilier de manière au sens large, il y a d'autres véhicules qui existent, notamment les SCPI. Alors, je ne sais pas si on a déjà parlé sur le podcast, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. J'en ai pas parlé sur le podcast, mais c'est un sujet que j'adore. Moi, tout ce qui est immobilier, que j'appelle fractionné, que ce soit sur la blockchain ou à SCPI, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je suis la team flemmarde et investir en direct, c'est pas trop mon truc. Voilà. Et ben pareil, moi je suis team un peu feignant. J'aime pas forcément aller gérer des locataires, gérer des fuites d'eau, faire des travaux, etc. En tout cas pour un investissement locatif, je veux bien le faire chez moi. Euh, mais donc du coup voilà, il existe les SCPI. Donc en fait voilà, ça s'appelle Société civile de placement immobilier. Donc c'est ce qu'on appelle la pierre papier. En gros, plusieurs investisseurs qui créent une société pour aller acheter des bâtiments. Ça peut être des bureaux, des entrepôts, ou des immeubles de logement. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, il y a une SCPI en particulier qui est justement spécialisée sur le logement, ce qui est rare en France dans les SCPI rares, sont plutôt des SCPI de bureau. Et en fait, la SCPI, elle a un modèle bien particulier parce qu'elle achète justement des passoires thermiques, elle les rénove et les remet en location. Et donc, en fait, ce qui fait aujourd'hui, ils sont, Bon, on va je quand sais même plus être combien dans obligé la de les société. citer. Je me demande c'est qui. Ouais, je vais les citer, mais je fais durer le suspense. Ah, d'accord. Euh, non, il s'appelle Kianeos Pierre, K-Y-A-N-E-O-S. Kianeos, c'est la société de gestion, et la SCPI s'appelle Kianeos Pierre. Ah, je crois que ça Le me dit quelque président, chose. C'est c'est nouveau? Jérémy Rousseau. C'est nouveau, ça a quelques années. J'ai plus la Ouais. date de création en tête, ça doit Mais être c'était une des... Parce que les 2018. STP, elles ont 70 ans, hein, donc c'est des vieux de la vieille, mais là, c'est une récente, ça me dit quelque chose. Ah, trop bien. Exactement, elle est récente. Ouais, c'est fin 2010, début 2020, quelque chose comme ça, D'accord. en termes de création. Je crois que c'est 2017 ou 2018, Ouais, c'est dans les mais récentes, à alors. vérifier parce que j'ai plus en tête peut-être un peu avant. Et donc effectivement, eux, tout leur modèle, c'est ça, c'est racheter des logements. Alors en France, dans les petites villes ou moyennes villes, de faire les rénovations et de les relouer. Et en fait, aujourd'hui, elle marche super bien, cette SCPI. Elle cartonne. Ils ont plus de travail, entre guillemets, ou plus d'opportunités qu'ils peuvent traiter. Ils limitent d'ailleurs la collecte parce il y a trop d'investisseurs aussi qui veulent aller sur cette SCPI-là. Euh, et ils font un travail qui est incroyable. Donc, si jamais vous voulez participer à ce grand chantier qui est la rénovation, vous pouvez soit acheter un bien en direct et faire les travaux, soit voilà, c'est un autre billet, cette SCPI-là, qui est intéressante. Génial, tu me fais Avec, découvrir quelque chose, c'est super intéressant. En plus, ben voilà, là, du coup, c'est une action, mais sur de la masse, alors que nous, si on investit sur un bien, bah, c'est un bien, mais là, c'est génial. Et le fait de pouvoir, en fait, c'est très accessible à SCPI aussi, hein, c'est ça que je voulais dire. oui, Donc, il n'y a pas besoin d'avoir, enfin, on peut avoir recours à un emprunt immobilier, mais c'est pas obligatoire. On peut le faire un peu sous forme d'épargne tous les mois ou tous les trimestres. Donc, je trouve que c'est mhm, génial d'investir comme ça dans la pierre et de se dire, bah, en fait, j'investis aussi voilà, avec ma conscience écologique, mais d'un autre côté, je sais que le bien, il est durable en fait, parce que c'est un truc qui a été retapé et que c'est de l'investissement long terme, l'immobilier. Et là, pour le coup, j'en aurai pour mon argent et je sais que plus tard, avec toutes les obligations qu'on a et dont tu viens de parler, avec notamment la réglementation contre les passoires thermiques, bah, on n'est pas mhm, dans ce cas de figure-là. Donc, tu te dis pas, ouais, dans quelques années, on va nous dire, il y a des gros travaux à faire, etc. Pas du tout. exactement, exactement. Donc ça, voilà, si on parle un peu d'immobilier, il y a ça. Après, en fait, la bonne nouvelle que je voulais passer aujourd'hui, un des messages que je voulais passer sur le podcast, c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, tous les placements un peu classiques, que ce soit les livrets, que ce soit les assurances vie, que ce soit l'immobilier, etc., ou la bourse, il y existe en fait des alternatives euh, avec un impact plus ou moins environnemental, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'alternatives naître. Elles sont pas toutes parfaites, il y en a qui sont perfectibles, hein, mais en tout cas, ça existe et c'est hyper positif. Tu vois, il y a plein de démarches, que ce soit voilà, du crowdfunding aussi. Je peux t'en citer plein. Alors, soit j'y vais, soit je me lance, comme tu veux. Je te Franchement, fais un tu petit peux te tour lancer, d'horizon. mais j'aurais juste Allez, une question. Ben, par exemple, vas-y. concrètement, là tout à l'heure, tu nous as dit qu'il faut partir de soi et de ses besoins. Mais pour toi, Ouais. comment tu fais peut-être? Quels sont les critères que tu vérifies quand tu veux réaliser un investissement vert? Par exemple, qu'est-ce que tu me conseillerais de regarder en priorité des critères vraiment, il faut faire hyper attention à ça.
Et après, le reste, bon, c'est pas que c'est pas grave, mais au moins, si j'ai déjà ces critères-là qui sont validés, je peux y aller. Ouais, alors c'est dur, hein. Tu vois, quels sont les critères que je vérifierais pour réaliser un investissement vert? Déjà, qu'il Est-ce que soit toi, bien tu vert. investis que dans des greenfins ou tu fais aussi du non labellisé, par exemple? Tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, qu'il y avait aussi Ouais, des je placements non fais labellisés. exactement. Je fais un peu de non labellisé, mais après m'être assuré que le contenu du placement correspond à ce que je veux faire. Typiquement, la SCPI dont je te parlais, qui est Néospierre, n'est pas labellisée aujourd'hui. Elle n'a aucun label, ni SR ni Greenfin. Et donc, en fait, c'est pour ça que je m'assure en lisant. Alors, ça peut être un peu long et un peu pénible pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais je lis toute la doc sur les investissements. Si possible, je vais aller échanger avec le gérant ou la société de gestion pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, je fais ça parce que j'ai le temps hein, aussi. Et surtout, ce que j'essaye de regarder, c'est sur plusieurs années comment ont évolué les investissements, à la fois en termes de performance et aussi en termes de contenu. Quels sont, voilà, si c'est de l'immobilier, quels sont les bâtiments qu'ils ont achetés ces 5 dernières années? Est-ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire des rénovations? Est-ce qu'ils les ont bien faites? Euh, Si c'est un fonds, j'essaye de regarder comment va évoluer un peu son contenu, c'est-à-dire quelles sont les entreprises qu'ils ont conservées, celles qu'ils ont enlevées de leur liste de leurs fonds, etc., etc. Euh, je dirais qu'en premier réflexe, si je te fais un peu les différentes poches d'investissement et comment j'essaye de travailler, tout ce qui est bourse, effectivement, mon premier réflexe, c'est de regarder enfin, si c'est labellisé Greenfin. C'est déjà un bon indicateur pour moi. Euh, Si derrière, c'est. Alors maintenant, il y a la réglementation européenne qui est arrivée, donc ce qui correspond le plus à mes besoins à moi, c'est l'article 9 SFDR, qui est intéressant. Donc, si vous cherchez voilà, sur des bases de données, vous verrez normalement qu'ils sont obligés de l'indiquer si le fonds est catalogué article 6, 8 ou 9. Et donc, le plus exigeant en termes environnementaux, c'est le 9. Donc, moi, je vais regarder ça. Et après, ma dernière clé de lecture, c'est ce que je disais, c'est que je vais aller fouiller les docs. Euh, Dans l'immobilier, les labels, il y a quasiment que le label ISR qui est très utilisé. Le label Greenfin, aujourd'hui, il n'y a personne qui est labellisé Greenfin. Donc, généralement, je vais faire un pré-filtre sur l'ISR, regarder après, en fait, un peu la thèse d'investissement, c'est-à-dire comment la société de gestion va investir. Typiquement, voilà, le modèle de Kianéos qui veut faire de la rénovation, ça me parle parce que je sais que la rénovation, c'est un des grands chantiers. Il y en a d'autres qui disent, bah, voilà, nous, on veut faire, je sais pas, miser uniquement sur des bâtiments à basse performance, enfin, à très bonne performance et donc, du coup, ça me parle moins. Je me dis que c'est des bâtiments neufs. Je préfère faire de la rénovation que construire un truc tout neuf, même s'il est bâtiment. Euh, voilà un peu. Et après, parfois, je m'aventure effectivement dans des choses non labellisées. Mais ça me demande pas mal de temps d'analyse. C'est aller chercher des docs, voilà, essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Typiquement, j'ai investi récemment dans quelques ETF. Tu vas t'en parler un peu plus tôt que tu aimais bien les ETF. Là, j'ai été analyser le portefeuille complet, donc la liste des entreprises qui constituent l'ETF, et analyser entreprise par entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est impliquée dans les énergies fossiles, etc., etc., euh, pour bien comprendre en fait dans quoi j'investis. Mais c'est un travail qui peut être très long. C'est un gros travail. J'allais demander du coup, avant que tu reprennes sur l'autre partie, mais j'allais te demander, ben, c'est quoi le travail que tu fais avec Epinard? Parce que moi, j'ai lu la version gratuite, mais du coup, tu as sorti une version Ouais, payante. Et ouais. donc, du coup, je pense que tout ce travail-là, il est hyper riche. Je me dis qu'il y a une personne qui le fait à votre place et qui l'explique très bien. Donc, autant en profiter. Ouais, bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux? Parce que c'est vrai que ça paraît assez lourd et c'est vrai que maintenant tu es consacré à Épinard, donc tu as le temps de le faire, mais bon, il faut aussi avoir la passion de le faire. Euh, donc, est-ce que Exactement. tu peux nous expliquer? Ouais, non, non, mais tu vois, je suis conscient, en plus, enfin, je suis un peu je me considère un peu un extraterrestre sur cette partie-là. Je pense qu'il n'y a pas euh, beaucoup de gens qui font ce travail-là, tu vois, d'aller lire les documents et analyser un peu ce qu'il y a derrière. Mais donc, c'est effectivement ce que je fais, tu vois, sur Epinard Premium, en fait, typiquement, sur les ETF que j'ai été analysés, euh, je vais aller en sortir 4-5 qui, selon moi, correspondent à mes critères et je vais aller montrer, en fait, bah voilà, voilà un ETF que j'ai identifié qui me semble intéressant, voilà quel est son portefeuille, voilà un peu ses caractéristiques, voilà un peu ses limites, parce qu'il y a toujours voilà, deux, trois entreprises sur lesquelles on se dit, bon, ok, ça peut passer, mais elles sont un peu bof, ou il y a peut-être des controverses, des choses comme ça.
Donc tout ce travail-là, c'est ce que je fais en fait dans Epinard Premium, c'est des petits comparatifs que je mets à disposition, voilà, de plusieurs ETF, de plusieurs SCPI dont on parlait avant, etc., etc. Et en fait, je le fais à la fois pour moi et à la fois pour Epinard, c'est ça qui est bien, pour moi en tout cas. Bah, génial, bah, clairement. Et en plus, bah, je vais venir à une autre question, c'est si tu veux nous en parler, toi, ton portefeuille, sans rentrer dans les détails, de quoi il est composé, Hmm. et derrière, en fait, tu fais déjà un gros travail d'analyse, mais la vie évolue. Donc, est-ce que tu as des Exactement. mises à jour aussi derrière? Parce que si tu me dis que tu analyses l'ETF, mais dans l'ETF, bah, il y a des sociétés qui peuvent sortir, des sociétés qui peuvent rentrer. Tout ça, c'est un Ouais. gros, gros travail, je me dis. Et bah, est-ce que tu fais cette mise à jour-là aussi? Et bah, du coup, je pense que si tu le fais, tu en fais bénéficier à tes abonnés premium. Exactement, j'essaie de le faire régulièrement. Tu vois, je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps pour des assurances vie, notamment une assurance vie qu'on peut citer, hein, qui s'appelle Goodvest, qui justement est une des premières assurances vie alignées sur l'accord de Paris. Donc en fait, il fonctionne comme ça avec un degré de réchauffement, on va dire. Donc ils essayent d'avoir un portefeuille qui est aligné sur 1,5 degré. Euh, et qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, je le fais régulièrement, j'en fais profiter effectivement mes abonnés. Et après, sur mon portefeuille à moi, je suis un peu, tu sais, le cordonnier mal chaussé, quoi. C'est-à-dire que j'ai j'ai des choses qui, historiquement, dans mon portefeuille, que j'ai des investissements que j'ai réalisés avant, tu vois, ou qui datent de 5-6 ans ou avant, en fait, que je prenne conscience de tous ces enjeux-là. Et donc, que j'essaye de réorienter au maximum, notamment sur ma partie, mon portefeuille. Et du coup, je me tourne de plus en plus vers des fonds voilà, labellisés Greenfin ou des ETF un peu bien spécifiques que j'ai pu analyser, sur lesquels j'ai un peu confiance. Après, en ce moment, je fais beaucoup de crowdfunding aussi, parce que c'est une poche que j'ai envie de développer voilà, dans mon portefeuille perso, principalement sur des projets énergétiques. Donc notamment une plateforme, je peux les nommer aussi. Et c'est pas de la, enfin, j'ai aucun partenariat avec personne, donc je peux nommer qui je veux, avec une plateforme qui s'appelle Enerfit que je trouve plutôt pas mal. Ah, je connaissais pas. Donc ils sont vraiment spécialisés voilà projets en énergie, donc que ce soit énergie renouvelable, donc panneaux solaires, éoliens, hydroélectriques, etc. C'est plutôt sympa et pas mal de projets aussi à impact. Je commence à voilà, investir dans des petites sociétés. Voilà, typiquement, j'ai fait une société qui s'appelle Murphy, qui fait du recyclage d'électroménager il n'y a pas longtemps, sur la plateforme qui s'appelle Lita, LITA, qui est plutôt, elle, orientée, Lita.co, voilà, ouais. Eglita.co, exactement. Donc là, plutôt sur Alors, ils font des plus. projets crowdlending ou crowdfunding, mais de start-up, on va dire. Exactement, voilà. Donc, ça, c'est un truc que je développe aussi un petit peu là en ce moment, plutôt du coup, crowd lending à des startups. Où tu prêtes de l'argent à des sociétés qui ont vocation à faire qui ont une activité responsable, Voilà. à utilité publique. Ok. Voilà. Exactement, exactement. Voilà un peu mon portefeuille. Après, j'ai un peu de SCPI du coup, parce qu'effectivement, comme toi, je suis un peu un feignant. J'aime pas gérer l'immobilier. Historiquement, il est plutôt orienté autour de la santé. Et justement, je suis en train de rajouter là quelques lignes autour de dont on a parlé, notamment qui est aussi. Voilà un peu voilà un peu les projets sur mon portefeuille à moi. Cool, Et après, c'est un merci. Et portefeuille qui m'est propre avec mes convictions et mes oui. valeurs, quoi. Après, je précise un truc pour les personnes qui nous écoutent. Tu disais que tu es un cordonnier mal chaussé. Je pense que c'est pas vraiment ça. C'est juste que c'est des investissements et on peut pas tout liquider du jour au lendemain pour refaire tout vert en fait. Parce que c'est de l'argent derrière. Il faut pouvoir vendre au bon moment aussi pour encaisser des plus-values, etc. et pas perdre de l'argent, surtout dans les périodes qu'on a vécues dernièrement. C'était pas forcément les meilleures périodes pour vendre. Donc forcément, c'est des choses qui se font avec le temps. Et c'est pour ça que quand tu peux, tu liquides, mais tu peux pas faire tout d'un coup et dire bon, c'est bon, moi je veux que de l'écologie, je vire tout, je vire ma bagnole, je vire mon logement et c'est pas possible parce que ça va coûter Exactement. très cher. C'est exactement ça. Je pense que ça peut être un bon message aussi. C'est que s'il y en a qui veulent s'engager dans cette démarche-là de, comment dire, d'orienter leur portefeuille ou leurs investissements vers de l'impact, que ce soit environnemental, social, solidaire, peu importe, de ne pas faire effectivement tout d'un coup. Je pense que ce serait pas forcément un bon conseil économique, mais voilà, d'essayer d'y aller petit à petit aussi, de se tester, de se laisser le temps de se découvrir en fait. Euh, Tu vois, je pense que c'est une bonne leçon de temps à orienter mon portefeuille vers l'environnement, mais c'est aussi parce que j'avais pas envie d'aller tout d'un coup sur un investissement, sur un coup de tête. Ah, c'est celui-là et je mets tout dessus. Et alors qu'au final, peut-être que dans un an, mes convictions auront un peu évolué. Ce ne sera pas tout à fait ça que je recherche. Voilà. Maintenant, ça fait voilà, j'ai un peu plus de recul. Je commence à mieux savoir ce que je veux aussi.
Et donc, je continue à faire la transition de mon portefeuille. Mais ça prend du temps, effectivement, comme tu dis. Et c'est normal. À part les personnes qui n'ont toujours pas commencé à investir, ben vous pouvez commencer nickel avec les bonnes actions et en faisant les choses correctement, en mettant en place des critères. Et déjà, vous avez Épinard parce que j'ai vu que, ouais, tu avais fait une analyse du coup, de Goodvest. Donc, Goodvest, je précise, c'est un robot advisor. Donc, c'est une société de gestion de portefeuille qui va investir pour chaque personne selon ses connaissances, son profil d'investisseuse ou d'investisseur, mais uniquement sur des fonds de finances durables. Mhm. Et tu avais fait une analyse qui était intéressante où voilà, effectivement, il n'y a pas de partenariat. Tu disais que tu avais aussi un esprit critique, mais c'était quand même bien. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez rare. Il n'y a pas encore beaucoup de produits comme ça automatisés, à part, moi, à ma connaissance, il y a Goodvest qui est 100% sur cette niche-là. Et après, il y a Nalo que j'aime beaucoup, qui a un fonds spécial dédié ISR. Et sinon, Mhm. enfin, en termes de, C'est de ça. bourse et d'ETF, je connais pas d'autres. Ouais, là-dessus, si, bah, du coup, enfin, dans les concurrents du coup de Goodvest, tu auras aussi bah, du coup Yomoni, qui est un peu le grand concurrent de Nalo. Oui, Euh, et mon petit placement aussi, qui qui ont a des une fonds comme assurance. ça. D'accord. Et ils ont effectivement un portefeuille en environnement, ouais, tout à fait, tout à fait. Et voilà, après, en fait, tous ces portefeuilles-là, quand on regarde un peu en détail, à chaque fois, on est toujours surpris. On voit des sociétés, enfin, moi, parce que je l'ai fait encore régulièrement, on voit des sociétés sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, on n'a pas envie d'investir. Tu citais Coca-Cola, mais il y en a d'autres. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi typiquement des gens comme Goodvest. Aujourd'hui, entre le moment, alors je peux le dire parce que j'ai une assurance du Goodvest, donc j'ai mon propre portefeuille chez eux. Euh, et entre le moment où j'ai créé et le moment où on se parle aujourd'hui, je pense ils ont changé plusieurs fois la location. Et donc, du coup, en prenant en compte enfin, les retours qu'ils ont eus, et en fait, le portefeuille est aussi en train de s'améliorer. C'est ce que je disais il y a quelques minutes, c'était de dire, en fait, il y a quelques années, il n'y avait rien en termes d'investissement responsable. Aujourd'hui, il y a quelques solutions qui arrivent et elles sont en train de s'améliorer aussi. Donc, faut pas regarder un instant T, dire ah ouais non ça me plaît pas et dire ce sera nul pour toujours. Peut-être que dans quelques mois, quelques années, ça correspondra avec ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc il faut pas non plus, on va dire voilà tout jeter d'un coup quoi. Ouais, on est dans un secteur assez nouveau et du coup, faut laisser Mm. le temps aussi aux acteurs de se mettre en conformité, d'améliorer les choses et de voir aussi par rapport. C'est bien s'ils améliorent par rapport au retour des clients. Moi, je trouve que c'est vachement Exactement. bien. Et Ouais. Ouais, non, ils sont on vraiment peut dans une rien démarche avoir de positive. parfait non plus. Faut pas chercher non plus la perfection, je pense. Exactement. De toute façon, aujourd'hui, l'économie au sens large, elle n'est pas verte. Aujourd'hui, on est 100% dépendant des énergies fossiles. Donc, peu importe le niveau auquel on va aller chercher, on retombera toujours à la fin sur quelque chose qui n'est pas vert. Donc, il faut aussi accepter ça. C'est aujourd'hui la plus belle société, elle peut être la plus verte possible. Son électricité, aujourd'hui, bah, si elle n'est pas en France, elle est fortement carbonée. Voilà, il y a des réalités comme ça. Le produit, il peut avoir le plus d'impact s'il est fait en Chine. Bah, voilà, forcément, il y a des émissions qui existent. Dernière question, et après on va continuer un petit peu en off. Je voulais savoir si tu veux nous partager tes prochains projets pro, notamment peut-être avec Épinard. Je sais pas où tu veux la mener cette newsletter-là. Bah écoute, ouais, carrément, prochain projet. Bah écoute, en ce moment, je t'avoue que je mets beaucoup le poids du corps effectivement sur la version premium d'Épinard, parce que c'est ce qui me prend le maximum de mon temps. C'est là où effectivement je mets en avant voilà, des comparatifs. J'essaie d'analyser le maximum de produits et le maximum d'infos sur les assurances vie. On a parlé des ETF, on a parlé des forêts, là on vient de parler de l'immobilier. Ce mois-ci, on entame un mois sur la bourse. Voilà, donc il va y avoir plein de sujets intéressants. Un autre projet, du coup, donc, voilà, ça c'est vraiment mon projet qui m'occupe beaucoup. Et l'autre projet qui va m'occuper pas mal là, dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est que je suis en train de, de rédiger un guide pour investisseurs responsables débutants. C'est Génial! quelque chose que ma communauté m'avait demandé. Et donc du coup, je suis en train de bosser dessus. Et j'espère le sortir pour le printemps. Voilà. Ça va être pas D'accord. mal. Et Ça du va coup, être ce pas mal. sera décorrélé de la version premium, ça? Ouais, exactement. Ok, trop bien. Exactement. Je pense que je vais le sortir à part. Je sais pas trop encore quel est le format ou je sais pas s'il sera gagnant. J'ai pas encore fixé tout, mais voilà. Je suis en train de bosser Ok, dessus. trop cool. J'attends l'annonce dans le post LinkedIn. Je suis sûre que tu vas nous faire un post LinkedIn.
Exactement, je ferai sûrement un post LinkedIn et ne pas le rater, il faut s'abonner à la newsletter, voilà, pas le choix. Ouais, non, mais d'ailleurs, je voulais savoir, Épinard, c'est combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à un peu plus, donc sur la version gratuite, on a un peu plus de 2000 abonnés. Ah ouais, bah c'est Ouais, bien, ça intéresse du monde, et puis on va essayer de faire connaître ça aussi, moi, de mon côté. Moi, je trouvais ça ouais, je suis génial, content, hein. je suis content. Ouais, faut continuer à pousser ce genre d'initiative-là et montrer que voilà, aux personnes qui sont réticentes, qu'il y a des solutions, il y a d'autres solutions. Mais après, voilà, si on veut du parfait, on ne fait rien. Exactement. Enfin, du parfum ne fait rien. Et puis après, pareil, même s'il y a des gens voilà, qui sont un peu réticents, ils peuvent essayer avec un placement. Et puis moi, j'espère les convaincre de transférer toute leur épargne voilà, sur des investissements d'impact. Mais commencez par un si vous voulez vous voir ce que c'est. Et puis après, on verra pour la suite. Ouais, le plus important, c'est de commencer. Ben, merci beaucoup, Gaël. Je vais partager ben, ton LinkedIn et la newsletter qui est top. Et puis, Top. j'espère qu'il y aura de plus en plus d'adeptes de ces questions-là, au moins de se questionner et de s'intéresser au sujet. Bah, merci Johanna en tout cas pour l'invitation. Et puis un plaisir d'être là aujourd'hui pour partager sur ces éléments. Trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses.